Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Cook Midi, votre rendez-vous avec la cuisine toute simple naturelle. Et aujourd'hui, on pourrait presque sous-titrer cette émission l'ail dans tous ses états, puisqu'on va vous parler de différentes sortes d'ail, de différentes préparations. Alors, vous savez que l'ail, c'est plutôt une spécialité du sud de la Loire, on va dire. On en consomme beaucoup, on en produit aussi beaucoup. Nous sommes les 4e producteurs européens, derrière l'Espagne, la Roumanie et l'Italie. Mais vous allez voir, on va vous présenter des produits assez exceptionnels. Mais bien évidemment, dans chaque émission, il y a une recette. Et aujourd'hui, c'est Annie-Charles Breton qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire de bon aujourd'hui? Alors, ça va être des spaghettis à l'ail noir, basilic thaï et sésame. Alors, quels sont les ingrédients que vous allez utiliser pour cette recette? Bien évidemment, les spaghettis. Les spaghettis, ce que j'ai énoncé en fait, le basilic, un peu de gingembre, sauce soja, huile de sésame, du sésame et bien sûr de l'ail noir. Alors, on va revenir sur l'ail noir, bien évidemment, avec nos invités. On va parler aussi un peu de ce basilic thaï. Ça, c'est un produit qu'on commence à découvrir sur les tables françaises. Évidemment, en Asie, on l'utilise depuis des centaines d'années. Mais pour nous, il n'est pas du tout, il n'a rien à voir avec le basilic qu'on utilise dans le sud de la France. Rien à voir avec son cousin italien. Le parfum est différent? Complètement. Là, c'est plutôt une saveur, un parfum anisé, un peu comme de l'anis. C'est plus frais. Et à utiliser parfois avec modération aussi, parce que il est très fort. Ça prend très vite le goût. Oui. Il y a quelques feuilles, ça suffit. Mais un peu comme le basilic vert italien, on n'en met pas beaucoup. Et alors là, ça va matcher parce que le goût très fort du basilic thaï plus le goût et pour aller avec l'ail noir, il faut quelque chose qui lui corresponde. Donc du coup, un peu de gingembre, un peu de basilic thaï. Et tout ça mélangé dans une sauce, ça va être... J'ai déjà faim. Allez, je vous laisse faire, on se retrouve dans quelques minutes et moi je vais vous présenter nos invités. Ils nous ont rejoints aujourd'hui. Alors on va parler évidemment de l'ail dans tous ses états, mais de deux sortes d'ail. Avec tout d'abord Fanny Boutarin. Bonjour Fanny. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Et moi aussi. On s'était croisés sur le plateau de Village Semences l'année dernière, à l'époque où nous étions hors les murs, si je puis dire, puisqu'il n'y avait pas de salon de l'agriculture. Et vous allez nous parler de l'ail noir. Alors, expliquez-moi ce qu'est l'ail noir par rapport aux autres... Alors, avant d'être de l'ail noir, nous sommes agriculteurs dans la Drôme et nous produisons un ail blanc IGP de la Drôme. Et voilà, donc mon mari est plutôt sur la partie production d'ail blanc. Et moi, je l'ai rejoint. Et quand je l'ai rejoint, on a voulu créer quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors, on ne l'a pas créé parce qu'on s'est inspiré de ce qui existait déjà, puisque l'origine de l'ail noir, c'est l'Asie. On en trouve aussi beaucoup au Moyen-Orient. Et donc, on a souhaité transformer notre ail blanc en ail noir. Vous m'expliquerez tout à l'heure comment la magie opère, comment un ail blanc devient un ail noir. À vos côtés, Jean-Luc Ayrel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président de l'AOP Ail Violet de Cadour. Alors petite leçon de géographie, Cadour, localité de Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse. Oui, 25 km de Toulouse. Voilà, et alors vous, c'est de l'ail violet, expliquez-moi. L'ail violet de Cadour, un ail violet, on a eu un AOP en 2017, c'est un ail précoce dans la saison. C'est-à-dire précoce C'est le plus précoce que le blanc. C'est le premier qui arrive sur le marché. D'accord. Voilà, il arrive à quel moment? Il arrive le 15 juin. Et on le plante en novembre, il arrive en 15 juin. Donc on a réussi à avoir un AOP avec un cahier des charges bien défini. Donc l'ail de qualité. Voilà. Et vous êtes nombreux les producteurs d'ail violet? 80 producteurs sur une superficie de 120 hectares à peu près, donc avec 2000 tonnes de production. Voilà. Et quand on est producteur d'ail, on ne fait que ça ou on a d'autres productions? Non, on fait d'autres productions. À côté, on fait de l'ail, du blé, du tournesol, parce qu'on est obligé de faire un rotationnel pour l'ail, parce que quand on a un cahier des charges, donc il faut une rotation sur 3 ans pour tourner. L'AOP nous l'exige, quoi. Voilà. Alors, on ne va pas parler que d'ail dans cette émission, parce que vous le savez, chaque jour, nous recevons aussi les lauréats du concours général agricole, et il nous a rejoint Léo Servet-Picard. Bonjour Léo. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau parce que alors vous venez de Normandie, vous êtes à Sainte-Marguerite-sur-Duclair. Ça se trouve où ça? C'est à mi-chemin entre Le Havre et Rouen. Et alors vous avez décroché la médaille d'or pour notre saucisson sec fermier. Alors il a quoi de particulier votre saucisson sec fermier?
Il a quoi de particulier? Il a que de l'amour, ce saucisson. Ouais. C'est tout d'abord, on élève nos cochons avec nos céréales et ensuite on le transforme nous-mêmes dans notre séchoir avec nos charcutiers, tout ça. Alors là, vous n'êtes pas venu avec du saucisson, mais qu'est-ce que vous avez devant vous là? Montrez-nous. Alors devant moi, j'ai un morceau de lard de nos cochons avec lequel on peut fabriquer du saucisson sec ou tout un tas d'autres recettes de cochons qu'on fabrique aussi chez nous à la ferme. Alors c'est vrai qu'on en parlait avant le début de cette émission, le saucisson sec, quand on va dans un rayon de supermarché, je pense qu'il faut vite prendre des produits pour bien digérer parce que c'est pas terrible. Il y a quoi de particulier votre saucisson sec? Nous, notre saucisson, on laisse vraiment le temps à la nature de faire. Donc c'est tout d'abord par l'élevage des cochons, ils ne sont pas poussés comme des porcs industriels. Donc ils sont vraiment bien maturés avec une couche de gras mais pas trop de gras non plus. Et ensuite notre saucisson il est travaillé donc vraiment dans la douceur aussi où on le laisse sécher un peu plus de 2 mois au séchoir avec une température et une hygrométrie particulière. Alors on reviendra sur votre élevage et sur votre exploitation et sur votre métier, ou plutôt sur vos métiers, parce que finalement vous avez le métier d'éleveur mais aussi le métier de charcutier. Oui, tout à fait. On a plusieurs casquettes. On est un jour laboureur, un jour éleveur et l'autre jour on est vendeur dans notre magasin. Vous me raconterez tout ça tout à l'heure. Fanny, alors l'ail noir, donc vous disiez on n'a rien inventé parce que ça existait déjà en Asie. Comment vous transformez un ail blanc en ail noir? Alors, comme tout produit transformé, il peut y avoir plusieurs techniques, plusieurs savoir-faire, mais dans tous les cas, c'est la combinaison en fait du temps, parce qu'il faut du temps, de l'hygrométrie et le sucre naturel de l'ail qui va permettre en fait, donc en température, qui va permettre la transformation. En fait, c'est l'humidité et le sucre naturel de l'ail monté en température pendant 30 jours qui va permettre à l'ail de se confire très très progressivement, très lentement. J'ai pas tout à fait compris. Donc vous avez de l'ail, l'humidité de l'ail, vous allez le faire chauffer, c'est ça? C'est ça, les têtes entières. Mais dans quoi? Dans un four géant? Un four un petit peu particulier qui va permettre de préserver toute l'humidité naturelle. Il faut savoir que l'ail, c'est un produit qui est très humide. Nous, quand on récolte l'ail, on commence par le ventiler. Avant de le vendre, on le ventile très longtemps pour le sécher. Mais pour autant, il garde encore 70% d'humidité. Et donc, moi, l'ail, quand je le mets dans mon four, il a 70% d'humidité. Quand je vais monter en température, il transpire. Je réserve cette humidité naturelle. Voilà. Les sucres se caramélisent, réaction de Maillard, mais en milieu humide, pas en milieu sec. Et progressivement, il va se confire. Et moi, je vais ajuster des paliers de température et des paliers aussi où je vais évaporer plus ou moins l'humidité qu'il y a dans ma machine. Ça semble très complexe. Alors en fait c'est comme faire un vin. En fait non, c'est pas complexe, tout le monde peut en faire, mais après selon ce que vous voulez obtenir au niveau aromatique, eh bien il y a plus ou moins de complexité selon ce que vous voulez obtenir en termes de qualité et au niveau de l'équilibre aromatique. Et ça ne marche qu'avec l'ail que vous produisez dans la Drôme, ou ça peut marcher avec l'ail de Jean-Luc? C'est ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qui est intéressant. Nous on le fait avec l'ail de notre terroir. Mais on peut très bien le faire, et c'est le cas aujourd'hui. On trouve aussi un ail violet transformé en ail noir dans le Gers. On trouve un ail noir à partir d'un ail rose du Nord ou un ail rose d'Auvergne. Donc, c'est une bonne façon de se diversifier pour les producteurs d'ail, ça, Jean-Luc? Oui, on se fait un peu plus connaître, disons. Voilà, c'est une bonne raison qu'on se fait connaître supplément. Ouais. Voilà, la violet, c'est bon aussi. C'est pas le même goût. Je connais les deux, c'est pas le même goût. Alors justement, tiens, à propos du goût, moi, il y a une question que je voulais vous poser. Question toute bête, mais de consommateur. Il y a l'ail qu'on utilise, qu'on coupe en petits morceaux, qu'on met éventuellement dans la poêle, dans une salade, dans plein de préparations. Et puis moi, je vois des gens qui mangent des gousses d'ail. C'est le même ou pas? C'est le même, oui. Il faut pouvoir le manger parce que c'est quand même costaud. Ouais. Celui qu'on mange à l'apéro, par exemple, dans oui, des non, il est trempé avec sûrement dans la saumure, on met du vinaigre et du vin rosé. Et au départ, c'est le même? Voilà, c'est le même, oui. Ouais. C'est la macération dans le vin et dans le vinaigre. Il fait ça. Et alors, expliquez-nous un petit peu, parce que cet ail violet de Cadour, il a quoi de particulier? L'ail violet de Cadour, il a cette particularité qu'il a cette tunique bien violette, striée, et blanche un petit peu, que c'est ça qui le caractérise. C'est au mois de mai, quand il pleut, la couleur se fixe. Donc après, il faut le faire sécher, il sèche à la pente, il faut bien que la couleur sèche, sinon ça noircit. C'est un petit peu, c'est assez délicat, le violet, quoi, voilà.
Finalement, on a l'impression que l'ail, c'est un produit, j'allais dire, de consommation courante, mais c'est un travail hyper pointu. C'est un travail de longue haleine, oui, c'est un travail, un savoir-faire qui est de longue date, quoi. Hein. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Voilà, moi j'en fais depuis 1920, mon grand-père en faisait, moi j'ai repris le flambeau en 75, et voilà, ça y est, on continue, on perdure dans la production. Vous êtes tombé dans l'ail quand vous étiez petit, comme Obélix dans la potion magique. Sorti avec une tête d'ail. Et il paraît que c'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur, pour la tension. Mon père qui a 95 ans, il mange une gousse d'ail tous les jours, il n'a pas de tension. Eh voilà. bien écoutez, voilà. grand bien lui fasse, et j'espère que pour vous ce sera pareil. Allez, on va retourner en cuisine. Et quelle synchronisation! On a l'impression qu'on a fait ça toute notre vie. C'est parfait. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez nous faire? Donc là, dans la petite sauce soja et huile de sésame. Donc il y a de l'huile de sésame, du soja, déjà des choses qui sont très, au niveau parfum, assez fort. Ça sent bon déjà. Et il y a aussi du gingembre que j'ai déjà râpé. Et là, je vais râper la gousse d'ail. Alors c'est voilà. particulier parce que... Montrez bien à la caméra l'ail tel qu'il est. C'est confit, donc c'est très mou. Donc on ne fait pas ça avec une râpe à gros trous. Voilà, j'utilise une râpe très très fine. Normalement, c'est pour faire des zestes. Et donc en y allant doucement comme ça. Il faut y aller vraiment tout doucement avec la même râpe. Ça ressort comme ça va faire une purée très très fine. Et dans la sauce, les parfums vont se mêler, ça va diffuser. Je trouve que c'est mieux que de le couper en morceaux. Absolument. Et alors, on fait attention parce que c'est vrai qu'avant, vous avez râpé du gingembre. Et là, gingembre pour le râper, il faut y aller quand même. Oui, là, il faut y aller doucement, sinon on va tout écraser. Voilà. C'est ça. Allez, je vous laisse faire. On se retrouve dans un instant. Léo, moi, je voudrais qu'on parle avec vous du concours général agricole et de votre saucisson, mais également de votre exploitation. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de sauter le pas, c'est-à-dire de ne pas être uniquement éleveur de cochons quelque part entre Rouen et Le Havre, mais aussi de transformer, d'avoir une boutique, d'avoir des produits? On arrive à ce cheminement-là par le biais de vouloir diversifier, de voir notre produit jusqu'à la fin. On sait qu'on fait un bon produit en élevant nos cochons et on a envie de le voir aller jusqu'à l'assiette. Et donc on a créé notre charcuterie maintenant en 2003 à la ferme. Et on transforme depuis tout ce temps-là toute notre production chez nous. Et vous avez fait ça aussi parce que vous en aviez peut-être un peu assez de voir que la viande de vos cochons était maltraitée, entre guillemets, après, quand elle était commercialisée? C'est ça. Pour finir en produit industriel derrière, c'était vraiment dommage pour nous. Enfin, c'était notre ressenti. Et du coup, on s'est dit, mince, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et on y est allé. Mais c'est du travail, ça. C'est une double journée, non? C'est une double journée, mais on c'est quoi votre journée, par exemple, votre journée type? Oui, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est en fonction vraiment de la météo, du climat, de l'époque à laquelle on est, où il y a vraiment des journées qui peuvent... aucune journée se ressemble. Et on n'est pas tout seul, donc on est 19 personnes sur la ferme pour transformer toute notre production. Et c'est aussi grâce à eux et pour eux qu'on fait le concours pour avoir cette reconnaissance niveau national. On l'imagine pas d'ailleurs, parce que quand on parle d'agriculture, on a toujours cette image d'Épinal de l'agriculteur un peu seul dans sa ferme. Vous, 19 collaborateurs, c'est une vraie équipe, là, c'est une vraie PME. Totalement, ouais, c'est PME, mais surtout familiale. On est mes parents, mon frère et moi, il y a aussi notre grand-mère encore sur l'exploitation. Et on fait tout notre possible pour faire le meilleur produit possible et avoir la meilleure entente familiale. Et le concours général agricole, alors, comment on décide de participer, de dire il y a des gens chez moi qui vont venir faire des prélèvements numérotés, absolument pas identifiables? On le décide, comme je vous disais, on sait par le biais de nos retours clientèle qu'on fait un bon produit. Et puis un jour, on se dit comme ça avec mon frère, pourquoi on ne ferait pas le concours général agricole? Et donc c'est il y a 2 ans, en 2020, on a présenté notre saucisson. On s'est dit pourquoi pas, on va essayer. Et on a eu la médaille d'argent. Et du coup, on était tous hyper contents de récolter cette médaille. Et cette année, du coup, on se dit, allez, on retente notre chance. Et là, cette année, on a eu la médaille d'or. Bon, là, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, non? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le soir où vous avez reçu le communiqué en disant ah tiens, j'ai une médaille d'or pour mon saucisson? On était justement chez notre frère à Paris et on a fêté ça comme il se doit. Et on a appelé surtout toute notre équipe avec qui
on fabrique le saucisson et pour les féliciter. Et ça permet aussi d'en vendre plus ou de le vendre mieux? D'en vendre un peu plus, et c'est surtout de se faire reconnaître dans notre espace géographique, quoi. Alors Fanny, cet ail noir, alors on le trouve chez vous dans la Drôme bien évidemment, on peut le trouver également du côté de chez Jean-Luc autour de Toulouse et du Gers, mais nous les Parisiens, on le trouve où? Nous les citadins des grandes métropoles? Je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on le trouve de plus en plus. Chaque année, il gagne un petit peu sur des parts de marché en fait, et puis on le trouve un tout petit peu plus. Par exemple, le nôtre, on le trouve en épicerie fine. Donc voilà, on est distribué en épicerie fine indépendante. Et donc, je crois que dans chaque arrondissement parisien, vous allez trouver une épicerie fine qui nous distribue. Oui, d'ailleurs, quand on vous appelle, vous êtes souvent à Paris. Hein. Non, je suis souvent quand même chez moi. Je peux vous dire que je porte souvent les caisses d'ail aussi. Et puis, et sinon, vous nous retrouvez dans les assiettes des chefs. Ça, c'est important aussi. On est beaucoup en restauration. Oui. Par exemple, qui est-ce qui utilise l'ail noir? À Paris ou en province? Bon, on va parler de Paris, on va faire du parisianisme, allez, soyons fous. À Paris, vous nous trouvez au Pavillon Le Doyen, chez Yannick Aleno. Vous nous retrouvez aussi au Lucas Carton. Vous nous retrouvez aussi au Mandarin Oriental. Et après, de plus petits restaurants, mais très, très qualitatifs aussi. Voilà. Donc, Thierry Marx a été séduit par l'ail noir? Oui. Par l'ail noir de la Drôme parce qu'il le connaissait, il est très, très habitué à la culture japonaise, donc il était intéressé d'avoir un produit qui suit le savoir-faire japonais et qui est français. Alors justement, c'est un petit peu la même question que celle que je posais à Léo tout à l'heure. C'est un métier supplémentaire parce que vous produisez de l'ail, vous le transformez en ail noir et après, il faut aller séduire les chefs étoilés. Je suppose que c'est pas simple d'être... De séduire Thierry Marx, Yannick Aleno ou d'autres? Non, mais c'est très satisfaisant parce qu'en fait, ce que l'on produit, en effet, quand on bine l'ail, ou ça c'est les travaux du moment, quand on bine l'ail ou quand on récolte et puis qu'on porte les caisses, etc. Le jour où on va déposer son ail dans les mains d'un chef restaurateur tel que Thierry Marx ou Yannick Aleno, c'est ultra satisfaisant. Voilà, on a suivi le produit jusqu'au bout. Et ça a un effet après sur les ventes de produits? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les restaurateurs sont de très très bons ambassadeurs. Et en fait, l'ail noir, pour nous, c'était aussi une véritable opportunité de faire comprendre les différences entre les ails au départ. C'est-à-dire que comme un vin, on va parler de cépage, et du coup, selon le cépage, on n'aura pas les mêmes arômes. Et ben, avec l'ail noir, on peut expliquer que si on a un ail noir de la Drôme, il y a plus de douceur, plus de longueur en bouche. Si j'ai un ail noir qui vient du Gers, eh bien, il a plus de caractère. Ah, voilà. C'est la tendance rugby. C'est l'ail de troisième mi-temps, ça, Jean-Luc. Hein, mais du coup, c'est intéressant. Voilà. Et alors, même chose pour vous, pour l'ail de violet de Cadour. Il est aussi présent sur les tables de chef. Et comment on fait pour le populariser, si je puis dire? Oui, il est de plus en plus présent sur les tables de chef. On s'était rendu compte en faisant le salon Régal qu'on n'était pas connu. À Toulouse, ça commençait là. Puis après, on est venu sur Paris. L'ail violet n'était pas très connu. Les gens le confondaient un petit peu avec le rose, qu'on n'est pas concurrent, disons, mais maintenant le violet est de plus en plus connu et reconnu, voilà, parce que c'est quand même un ail qui a pas mal de goût, qui est fort en bouche, donc qui est un bon ail, quoi, disons, voilà. Alors on en fait quoi? Par exemple, vous, la préparation idéale avec de l'ail, c'est quoi? La préparation de l'ail idéale, c'est avec des bons cèpes de la Haute-Garonne, des bons cèpes, une bonne entrecôte, et là c'est le rêve, un bon rouge. Comme le pays du rugby. Absolument, une belle troisième mi-temps. Fanny, dans la Drôme, la recette, votre recette idéale avec de l'ail noir? Le gratin dauphinois. Avec de l'ail noir? Ah non, pardon, j'étais sur l'ail blanc, avec l'ail blanc de la Drôme. Vous me faites peur d'un coup. Non. Alors moi, l'ail noir, ça va dépendre de la saison. L'été, avec les tomates, simplement. Tout simplement, les tomates, un petit peu d'ail noir et de l'huile d'olive. Voilà. Et sinon, là, en saison d'hiver, avec un légume, j'aime bien avec la courge ou la butternut. Mais il y a beaucoup de choses à imaginer. Hein. Et lorsqu'on disait avec Annie Charles tout à l'heure, quand elle râpait l'ail noir, il faut y aller tout doucement parce que c'est quand même un produit un peu fragile. Ah oui, en fait, il a une texture. Nous, on travaille le produit pour qu'il ait justement cette texture fondante, à la fois fondante, un peu pâte de fruits, un peu ferme, mais très fondant. Alors, à ne pas confondre avec les pâtes de fruits. Allez, moi, je retourne en cuisine, voir comment ça se passe. Annie Charles, où en êtes-vous? C'est quasi fini. C'est pratiquement terminé? Oui, puisqu'en fait, la sauce se prépare pendant que les pâtes cuisent. Quand les pâtes sont cuites, la sauce est prête, il suffit d'égoutter.
de mettre dans la sauce. On rajoute un peu d'eau de cuisson pour J'allais vous demander bien lier le tout. Parce que je vois ça partout maintenant, on dit il faut rajouter l'eau de cuisson. Je croyais que c'était que dans les spaghettis carbonara qu'il fallait rajouter l'eau de cuisson. Ah bah non, en fait, dans l'eau de cuisson, il y a l'amidon des pâtes. Et puis l'eau, elle est un peu salée, je rajoute plus de sel après. Et si on se contente juste de l'huile et de la sauce soja, ça fait très collant. Enfin, il n'y a pas assez de liant. Absolument. Donc on en rajoute un petit peu. Combien vous en rajoutez combien? C'est un peu au feeling, une louche. D'accord. Ou deux. Ça dépend. Et on les mange tout de suite. C'est fou chez les cuisiniers, cette incapacité à nous donner des choses précises. Bah, ça dépend de la quantité. Ça dépend de la quantité de pâtes qu'il y a avant. D'accord. Et j'ai vu que vous aviez coupé un tout petit peu. Oui, j'ai ciselé le basilic thaï dedans, mais je vais en rajouter un petit peu par-dessus. Bon, on va vous retrouver dans quelques instants pour goûter ça. Je peux vous dire que ça sent déjà très bon. Léo, même question que pour nos amis les producteurs d'ail. Du lard, du saucisson qui arrive sur des tables étoilées, c'est possible ou pas pour vous? C'est possible et c'est déjà fait aussi avec chez Monsieur Tartarin au Havre, qui est double étoilé au guide Michelin. Et il transforme nos produits dans ses plats de son restaurant et aussi dans son petit magasin, les Tartarinades, qu'il appelle ça. Et là, c'est la consécration ultime quand des chefs étoilés prennent vos produits? Oh bah, complètement, c'est une fierté de présenter un bon produit et que des chefs reconnus les cuisinent et terminent du coup un bon travail, quoi. Alors tout à l'heure vous me parliez de votre boutique, on l'a vu cette dernière année avec la crise sanitaire, avec la pandémie, on a vu que les consommateurs revenaient dans les boutiques, allaient chez les producteurs. Est-ce que vous avez mesuré ça chez vous? Oh, complètement, on a fait un bond au moins de 20% avec le premier confinement, où pour nous c'était la cohue complète dans notre magasin, où à tel point qu'on n'arrivait plus à suivre nous derrière en production, tout ça, on ne pouvait plus, quoi. On était sur les rotules. Et on voit vraiment un regain vers le local, vers le bien manger. On sait d'où vient la viande. En fait, les consommateurs recherchent la petite histoire qui va avec. Oui, ils veulent de l'humain derrière, ils veulent pouvoir identifier le producteur. C'est ça, l'histoire de famille ou l'histoire du produit. C'est vraiment l'identité d'un produit en soi, d'avoir la petite histoire qui va avec. Et là, maintenant que le Covid semble être un petit peu derrière nous, la tendance se poursuit ou vous sentez que qu'on retourne tous dans la grande surface? Il y a eu une phase un peu descendante, mais on se maintient toujours bien, même mieux qu'avant. Même chose, Fanny, Jean-Luc, vous les avez vus, vous, les consommateurs, venir dans vos exploitations là, pendant la crise? Oui, ils sont venus, mais peut-être ils sont venus, mais ouais, c'était un petit peu plus compliqué. Donc pour l'ail, c'est pas un produit, voilà. Oui, on n'en achète pas tous les jours, quoi. Ils venaient, ils appelaient, ils étaient contents qu'on aille les livrer ou qu'ils viennent les chercher à la ferme. C'était bien, c'était important. Fanny? Nous, oui, là, c'est un monoproduit, en fait, comparé à la viande où on va pouvoir la transformer. Mais nous, on a un petit point de vente sur la ferme. Et donc, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est associé à d'autres agriculteurs, producteurs, transformateurs. Et du coup, on pouvait proposer plus de produits. Et en effet, dans ce cas-là, les gens se déplaçaient pour venir chercher de l'ail, entre autres. Et est-ce que ça a changé les choses, justement? Vous dites, finalement, ça a été une bonne occasion de nous faire connaître et de faire venir les gens chez nous, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait. Oui, on a fait un peu de vente en ligne aussi. On a fait un peu de vente en ligne. C'est vrai, ça aussi, ça s'est développé. Et ça marche pas mal aussi. Voilà. Alors moi, il y a une chose quand même qui m'agace parfois chez les marchands de fruits et légumes, et je pense notamment à la superbe tresse que vous avez devant vous, c'est que ils nous vendent ça à la pièce. Donc tout votre travail de tresse, il part parce que ça prend du temps pour faire des tresses, non? Ouais, ça prend énormément de temps de faire la tresse. C'est un savoir-faire. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on a eu l'obtention de l'AOP. Mais maintenant, les gens, ils préfèrent prendre une tête ou deux. C'est plus simple pour eux. Ils préfèrent revenir chercher souvent que acheter une tresse des fois qui ne se conserve pas parce qu'ils n'ont peut-être pas le local adapté pour conserver l'ail. Voilà. Et justement, est-ce que ça se conserve bien quand c'est détaillé tête par tête d'ail? Ouais, ça se conserve. Même en tresse, ça se conserve bien. Il s'agit d'avoir un local bien sec, pas d'humidité. Voilà, l'ail, c'est la chaleur, pas d'humidité. Voilà. Et alors, est-ce que vous êtes obligé, quand il y a des clients qui viennent vous voir, de faire un peu de pédagogie en disant, voilà, comment, Fanny, est-ce que vous, par exemple, vous donnez des recettes? Comment ça se passe? Ah oui,
En fait, quand on transforme et qu'on décide de vendre en direct, c'est on aime raconter l'histoire et on aime raconter ce qu'on fait, en fait. Et donc, c'est intéressant parce que, en effet, les questions de conservation, de cuisine, de germes, mais le germe, qu'est-ce que j'en fais? C'est bon, c'est pas bon, de santé, on a toutes ces questions. Et du coup, ça nous permet d'expliquer à chaque fois nos produits. Et c'est ça qui est intéressant. On a besoin que le consommateur, il comprenne vraiment ce que l'on produit. Jean-Luc, même chose pour vous? Oui, même chose pour nous, parce qu'on s'est rendu compte que le consommateur ne connaissait pas ses produits et ils sont très à l'écoute et très attentifs à ce qu'on raconte, parce qu'on entend des fois des on-dit, des on-dans partout, et puis finalement, le producteur dit qu'il a l'amour de son métier, de son produit, donc il le valorise tant qu'il peut. Voilà. Et alors, même chose, je suppose, pour vous en Seine-Maritime, Léo? Oui, complètement, oui. Et ça se passe comment en ce moment, d'ailleurs? Vous donnez dans votre boutique, il y a aussi des recettes, des conseils Oui, il y a des recettes, des conseils pour tout produit, que ce soit fumé, cru ou cuit. Il y a toujours des recettes ou le petit conseil qui va avec. Bon, je voudrais quand même qu'on parle du saucisson, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, ouais, bon, il est bon, voilà, etc. Moi, je voudrais quand même un peu les secrets de votre saucisson. C'est quoi le secret d'un saucisson médaille d'or au concours général agricole? Le secret, c'est déjà une viande pas trop grasse, ni trop maigre, parce qu'il faut quand même un peu de gras pour donner le goût. Il faut savoir qu'un saucisson, entre l'entrée en séchoir et la sortie du séchoir, il perd 50% de son poids. Et pendant le séchage, il faut qu'il y ait une fermentation lactique pour qu'il y ait la conservation de la viande. Donc c'est pour ça qu'on rajoute des ferments lactiques pour la conservation, pour le séchage. Dans la viande qui va constituer le saucisson? C'est dans la mêlée, voilà. Dans la mêlée au moment du poussage de la viande dans le boyau. D'accord. Et ça prend combien de temps entre le moment, de l'abattage du cochon et le moment où le saucisson va être vendu? Entre le moment où ça va être vendu, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Et est-ce qu'il y a des périodes différentes et des goûts différents? Parce que hier, nous recevions à votre place une productrice normande de crème crue et qui me disait que sa crème, elle changeait de goût en fonction des saisons, en fonction de ce que pouvaient manger ces vaches, etc. Est-ce que c'est vrai aussi pour vous? Non, pas forcément, parce que le cochon, c'est un animal qui est monogastrique et qui a la même alimentation toute l'année. Donc on n'a pas cette fluctuation d'alimentation. Alors, pour conclure, avant d'aller goûter la recette d'Annie-Charles, moi je voudrais que, Fanny, chez vous, je viens demain déjeuner chez vous dans la Drôme. L'ail, vous me le préparerez comment? L'ail blanc ou l'ail noir? L'ail noir. L'ail noir. En cette saison-là, qu'est-ce que je ferai? On peut faire plein de choses, mais... Une petite tartine peut-être, un pain légèrement grillé. Alors, une petite tartine avec un beurre de micelle et un petit peu d'ail noir dessus, accompagné d'un crémant brut, ça peut être bien. Parce que c'est vrai... Parce qu'on est dans la région de la Clairette de Die et on a un crémant qui est sympa avec. Voilà, on va faire plaisir à nos amis de Jaillance. Et on ne va pas oublier aussi que tout ça, c'est bio. Ah oui, on l'a pas dit, on l'a pas dit. Alors, nous, sur l'exploitation, on est en haute valeur environnementale, mais je produis aussi un ail noir bio parce que mon beau-frère est en agriculture biologique, donc je valorise sa production à lui aussi. Jean-Luc, je viens chez vous du côté de Cadour. Allez, c'est l'heure de l'apéro, qu'est-ce qu'on va manger? On peut faire un pain frotté à l'ail, le pain tinté, qu'on dit. Voilà, frotté à l'ail, un petit peu d'huile, un petit peu de sel et un bon petit verre de vin rouge à côté. Ouais, quel vin, par exemple? Un bon fronton, parce que c'est le pays du fronton. Chez nous, c'est le vin de fronton. Ah ben voilà. Allez, et puis alors j'arrive, ça va être dur ce métier, j'arrive, il est l'heure de déjeuner entre Rouen et Le Havre. Qu'est-ce que vous allez me préparer, Léo? Déjà le saucisson sec médaillé d'or pour l'apéro. Et ensuite, on peut imaginer, s'il fait beau, pourquoi pas un barbecue avec des saucisses, des recettes bien de chez nous, quoi. Que des produits de chez vous, hein? Exactement. Et même des petites tranches de lard, on peut passer au barbecue? Des petites tranches de lard fumé, passer au barbecue, rouler avec une petite endive ou une asperge. Eh bien écoutez, rendez-vous est pris. Alors je vois que le temps tourne, on va retrouver Annie-Charles. Bah voilà, c'est pratiquement terminé. C'est même terminé. C'est terminé. Et alors voilà. C'est le parfum, si vous pouviez sentir ce que je sens ici, on a l'impression d'être un peu en Asie. Hein. Ah oui, c'est magique. Là, on est à Hanoï, on est à Siem Reap. On a presque l'impression qu'on va faire un dialogue des tontons flingueurs ou d'un singe en hiver. Hein. J'aime bien dire que c'est un voyage culinaire dans l'assiette. Et puis c'est finalement tout simple. Mais oui, c'est très simple. C'est vraiment presque de la cuisine, entre guillemets, du placard, facile à faire pour les étudiants. Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients.
Ça se fait rapidement, puisqu'en fait tout se fait pendant la cuisson des pâtes. Donc voilà. Par contre, des bonnes pâtes. Absolument, oui. Alors là, faut pas lésiner sur les pâtes. Hein. Voilà, de bonnes pâtes italiennes qui cuisent en minimum 10 minutes de cuisson. Pourquoi minimum 10 minutes? Ça veut dire que c'est un bon blé dur. D'accord. Merci du conseil, Anisha. Allez, moi je vais demander à nos invités de venir nous rejoindre, parce que c'est le meilleur moment de cette émission, c'est celui où on goûte le produit. Voilà, Fanny, Léo, Jean-Luc, vous allez pouvoir goûter ces pâtes, vous allez voir, c'est super bon, et vous allez voir que l'ail noir, il va là aussi en sortir magnifié. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, ici, sur le plateau de Village Semences pour une nouvelle recette. Et vous verrez que dans Cook Midi, les recettes sont particulièrement simples, mais particulièrement savoureuses. À demain!